Allez, bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé Grenoble, avec chaque semaine un élu du territoire en plateau, un élu dont les décisions impactent directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Pierre Barbier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président du département de l'Isère depuis 2015, ancien député, membre des Républicains. Vous dirigez une majorité plurielle finalement, puisqu'on retrouve des LR, des centristes et même des macronistes au sein du département. C'est une majorité plus facile à manier que celle de l'Assemblée nationale ? En tout cas, c'est une majorité qui est dans le pragmatisme et qui est dans l'action, ce qui explique que globalement, on arrive à concilier des gens qui ont une philosophie commune, mais qui ont surtout la volonté de travailler pour le département. C'est un peu la règle que nous avons instaurée dans cette majorité. On est d'abord fixé sur nos objectifs, sur les objectifs de la majorité départementale, mais ainsi, on arrive à faire en sorte que toutes les bonnes volontés se retrouvent pour avancer. Et c'est ce que nous faisons avec une grande facilité, parce que cette majorité qui aujourd'hui est à 41 conseillers départementaux, contre 16 pour l'opposition, écoutez, c'est très confortable, effectivement. Et surtout, au-delà du fait que cela soit confortable, ça permet d'agir en rapidité, d'agir tout de suite. Bon, vous n'avez pas eu besoin de 49.3, vous, pour faire passer le budget. Il a été voté au mois de décembre, 1,6 milliard d'euros pour le département de l'Isère. C'est une belle somme. Il vient d'où, cet argent ? Alors cet argent, malheureusement, aujourd'hui, on est quasiment avec des compensations de l'État, puisque le département a perdu sa capacité à agir sur la fiscalité, puisque jusqu'il y a encore 2 ans, le département percevait ce qu'on appelle le foncier bâti. Maintenant, c'est terminé. Le foncier bâti n'est plus perçu par le département. Donc, on vit de dotations de l'État et des dotations, des droits de mutation à titre onéreux, les DMTO. C'est une taxe qui est payée par les personnes qui achètent un bien immobilier. Voilà, c'est notre seule recette fiscale que nous percevons. Donc aujourd'hui, dotation de l'État, DMTO, ce sont nos recettes. 1,6 milliard, c'est le même chiffre à peu près que le... Oui, on est à peu près sur un budget maintenant qui se stabilise à 1,6 milliard d'euros. Bon, j'ai lu dans la presse au moment du vote du budget que les voyants étaient au vert pour le budget du département. Ça veut dire que c'est un budget écolo ? Alors le budget, oui, on peut dire, si on regarde tout ce que nous faisons pour l'environnement, on pourrait, si on était honnête, intellectuellement honnête, on pourrait le qualifier de budget écolo. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est un budget qui est solide, puisque nous avons une très belle capacité d'autofinancement. Nous avons un taux d'endettement qui est très faible et nous pouvons nous désendetter rapidement. On a vraiment une vraie solidité budgétaire qui nous permet de répondre à l'entièreté de nos compétences, particulièrement les compétences sociales, et qui ne nous empêche pas, bien évidemment, d'avoir une forte politique sur l'investissement, puisque le département investit plus de 400 millions, enfin environ 400 millions d'euros par an. Et tout ça, c'est du travail pour nos entreprises et c'est de l'emploi qui est créé. Alors le volet solidarité humaine, effectivement, c'est plus de 700 millions d'euros. Votre opposition, les écologistes notamment, vous reprochez d'avoir justement épargné 100 millions d'euros, c'est leur chiffre sur 3 ans, de l'argent qui, selon eux, aurait pu être affecté à cette action sociale et la renforcer encore plus. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une opposition qui peut nous reprocher de bien gérer le département, puisque effectivement, l'année dernière, nous avions inscrit un emprunt à hauteur de 100 millions d'euros. Nous n'avons pas eu recours à cet emprunt parce que nous avions la capacité à financer nos investissements. Moi, je m'en félicite. On a un budget qui concerne les compétences, les solidarités humaines. Alors, solidarité humaine, c'est quoi ? Il faut le repréciser. Protection de l'enfance, allocataire du RSA, personnes âgées, personnes handicapées. 725 millions d'euros, on a augmenté ce budget de 5% encore cette année. 725 millions d'euros. Est-ce que tout le monde se rend compte de ce que cela représente ? Après, effectivement, il y a une différence entre notre opposition et ce que nous pouvons faire au niveau du département, c'est que pour eux, l'affichage budgétaire, le fait de dépenser de l'argent, c'est un gage d'efficacité. Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'il faut savoir gérer l'argent de manière correcte et surtout que chaque euro investi soit efficace, particulièrement dans le domaine du handicap et dans le domaine des personnes âgées et dépendantes. Et il faut aussi savoir faire des réserves parce que le mur est devant nous, la population vieillit
Et demain, on va devoir mobiliser des sommes encore bien plus importantes pour toutes ces compétences. Donc évitons de dépenser de l'argent aujourd'hui parce que nous en aurons bien besoin demain pour répondre à ces défis. C'est un peu si j'écoutais mon opposition, on dépenserait de l'argent pour dire de le dépenser sans se préoccuper de l'efficacité. Ça, c'est effectivement ce que font les écologistes avec bonheur. Vous évoquez le RSA qui fait partie des compétences des départements. L'Assemblée nationale a voté un projet de loi en octobre conditionnant l'attribution du RSA à 15 heures d'activité hebdomadaire obligatoire. Comment ça va se passer en Isère ? Alors écoutez, il faut déjà voir, parce que tout ceci a déjà été retravaillé. On vient d'avoir les nouvelles directives qui nous sont arrivées. Alors c'est plus 15 heures, mais ce serait entre 1 heure et 15 heures, avec des possibilités d'exonération pour différents motifs. Bref, moi ce que je vais vous dire là-dessus, c'est que depuis 2015, et nous avons été parmi les premiers départements à employer le terme de réciprocité, mais une réciprocité respectueuse, en disant aux allocataires du RSA, vous avez la capacité à travailler, vous avez des compétences, la société a besoin de vous. Et en Isère, c'est un vrai succès, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que nous avons encore 22 000 allocataires du RSA, c'est le chiffre le plus bas que nous puissions enregistrer, avec, sur ces 22 000 allocataires du RSA, un socle de personnes qui ne retrouvent pas d'emploi de seulement 7 000. Donc ça veut dire que la réciprocité et ce que nous faisons au niveau local depuis des années porte ses fruits. On a des personnels du département qui accompagnent les allocataires du RSA. 50% des allocataires du RSA retrouvent du travail en Isère. Moi, je veux insister là-dessus. On a un flux entrant et on a un flux sortant. Les gens qui sont au RSA, c'est parfois sur des accidents de la vie, sur des difficultés, mais on arrive à les remettre au travail. Et c'est ce qu'ils demandent, parce qu'on les respecte et parce qu'on considère qu'ils ont des compétences. Alors là-dessus aussi, on pourrait dépenser des sommes phénoménales pour faire en sorte que les gens continuent à rester dans une espèce de... Non, on investit des sommes pour faire en sorte qu'ils soient formés et qu'ils se remettent au travail. Alors, ce qui nous arrive au niveau national, moi je trouve que ça vient percuter nos dispositifs qui fonctionnent. On verra comment on va s'adapter, mais moi je reste sur ma ligne parce que c'est une ligne pragmatique, parce que je ne fais pas de dogmatisme. Moi ça fonctionne, les gens sont RSA, on leur trouve du travail et ils sortent du dispositif. C'est ça mon objectif. On voit quelques images justement qu'on avait fait il y a quelques années de cette expérimentation, avec notamment, là, c'était des activités autour du travail agricole. Ça peut être aussi dans d'autres secteurs. C'est dans tous les domaines, si vous voulez. Nous, ce qu'il faut arriver quand on a un allocataire du RSA, et particulièrement celui qui est le plus éloigné de l'emploi, il a forcément une compétence. Simplement, il faut savoir l'écouter. Il ne faut pas vouloir le mettre dans une case. Il ne faut pas vouloir dire vous allez faire ça parce qu'on a décidé que vous feriez ça. Non, ce n'est pas ça. Chaque personne a droit au respect et à l'évaluation de ses propres compétences. Sincèrement, c'est ce qu'on fait et ça fonctionne. Ça fonctionne en disant oui, non, mais vous êtes là, vous êtes allocataire. Par contre, nous, notre but, c'est de ne pas vous maintenir dans cet état d'allocataire. Nous, on veut que vous retravaillez. Dites-nous ce que vous voulez faire. Alors, vous évoquiez les 5% d'augmentation pour le budget dédié aux solidarités. J'ai vu qu'il y avait plus 20% pour la santé, plus 23% pour le tourisme, plus 44% pour la culture. On va en parler, mais moi, je suis aussi un mathématicien, puisque le budget global est le même. S'il y a des hausses, il y a forcément des baisses de l'autre côté. Pour retomber sur le même chiffre, ça baisse dans quel secteur ? Alors, par exemple, sur les politiques, sur les allocataires du RSA, on a des baisses. Parce qu'on a moins d'allocataires. Donc on baisse les budgets de manière tout à fait normale. Après, on ampute aussi notre autofinancement. On fait des choix. Ce que nous prenons pour notre fonctionnement et ce que nous faisons, eh bien, sur l'autofinancement, on le diminue. Mais si on diminue notre autofinancement, on a une capacité à emprunter. Donc, ça ne nuit pas à notre investissement. Si vous voulez, c'est un équilibre. Et puis, c'est aussi des choix politiques que nous faisons au quotidien entre les différents budgets. Alors, je l'ai dit, vous augmentez sensiblement la part dédiée à la culture. C'est le cas d'ailleurs depuis plusieurs années. À quoi va servir cet argent supplémentaire ? Alors, si vous voulez, typiquement, la culture, le budget augmente de 44%.
Alors, le budget augmente de 44% parce qu'on fait beaucoup d'efforts sur le spectacle vivant, sur les compagnies en résidence. On accompagne les artistes parce que c'est quelque chose d'essentiel. Mais on investit aussi beaucoup sur le plan patrimoine et sur la création de musées. On va avoir un 12e musée départemental sur l'histoire de Vienne. C'est un projet à plus de 30 millions d'euros. Là, on est sur de l'investissement. Donc le budget culture augmente de 44%, mais tout ceci sera financé par de l'emprunt. Ce que nous pouvons faire puisque nous avons une bonne santé financière. C'est pour ça que, si vous voulez, sur des augmentations comme ça ne vient pas amputer les compétences où on a beaucoup de fonctionnement, comme les compétences sociales. Parmi ces gros projets d'investissement dans le domaine de la culture, il y a la remise aux normes et en état de fonctionnement du palais du Parlement à Grenoble. C'est un dossier qui traîne, enfin en tout cas qui dure depuis quelques années, qui est en train d'aboutir. On voit là les travaux filmés ce matin. La précédente majorité avait acheté ce bâtiment, je crois, en 2005. Et depuis 2005, plus rien. Donc on a récupéré un bâtiment qui était tombé en désuétude, qui commençait à se dégrader avec des fuites. Donc il a fallu trouver une solution. Cette solution, elle a été simple, c'est un partenariat privé-public. Aujourd'hui, le privé a fait son affaire de logement sur les 2 étages, sur le 2e et 3e. Ça va bientôt se terminer. Maintenant, va arriver la partie publique où nous avons conservé l'ensemble des salles patrimoniales sur lesquelles nous allons transférer le musée de la déportation et de la résistance. Et surtout, nous allons rendre au public ce lieu qui est magnifique, avec des boiseries remarquables. Vous avez laissé en état à l'intérieur Bien sûr, tout ce qui est classé va être laissé en l'état, pour la plupart, parce que des salles seront aménagées, mais les gens pourront voir ce qu'est ce palais du Parlement. Au lieu de pouvoir du Dauphiné, vont pouvoir le visiter à nouveau. Moi, j'en suis heureux. Vous voyez, on essaye d'équilibrer aussi notre action culturelle et patrimoniale. Le Sud-Isère, on l'a fait sur le précédent mandat avec Champollion. Là, on le fait sur Grenoble avec le Palais du Parlement. Et demain, 2027, j'espère, ce sera le musée d'histoire de Vienne. Il y a un projet aussi du côté des archives de Saint-Martin-d'Hères qui sont bien sûr récentes, mais où vous voulez encore développer le site. Alors, si vous voulez, le développement du site, il faut bien voir, c'est que le département a aujourd'hui 12 musées départementaux. Mais quand on a des musées, on a forcément des réserves. Aujourd'hui, les réserves muséales sont dispersées un peu partout et les conditions de conservation des œuvres ne sont pas optimales. Donc, on a pris la décision de construire un bâtiment dans lequel nous allons conserver l'ensemble des collections des musées départementaux. La culture, souvent les gens ne voient que la partie émergée de l'iceberg, mais derrière, c'est tout un travail avec beaucoup de services qui rangent les collections, qui les entretiennent, qui les stockent, voilà, tout ça doit se faire. Aujourd'hui, on est dans des conditions qui ne sont pas optimum. On va rendre à la culture un bâtiment qui va leur permettre d'agir de manière correcte dans leurs compétences. Il sera construit à côté des archives qu'on vient de voir. À côté des archives, c'est un gros projet à 12 millions d'euros. Puisqu'on parle de culture, Jean-Pierre Barbier, qu'est-ce que vous pensez de la nomination de Rachida Dati à poste de ministre de la Culture? La nomination de Rachida Dati, moi je n'en pense rien. J'attends juste de savoir ce qu'elle va faire. Parce qu'on est un peu dans un pays où on a tendance à condamner les gens avant de savoir ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils vont proposer. Alors moi, je ne fais pas partie de ceux-là. C'est comme on condamne d'emblée le Premier ministre parce qu'il est jeune, parce qu'il est si. On condamne Rachida Dati, je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle a un passé politique, parce qu'elle a... Non, attendez, les gens sont nommés, laissons-leur faire ou leurs preuves ou pas leurs preuves, et puis après, je vous dirai ce que je pense de Rachida Dati. Bon, c'est à l'intérieur, en tout cas, un nouveau gouvernement qui penche clairement à droite, avec beaucoup d'anciens je ne vais pas m'en plaindre. Voilà, ça devrait vous plaire. Moi, je ne vais pas m'en plaindre. Écoutez, s'il y en a qui s'en plaignent, moi pas, voilà. Bon, il y en a une qui a mal démarré, en tout cas, son mandat. C'est Amélie Oudéa-Castérac, un ministre de l'Éducation, qui accumule les erreurs depuis sa nomination, des mensonges aussi devant les médias. Oui, c'est pas bien, c'est pas bien. Je reconnais, mais après, j'ai vu aussi... Alors, connaissez mes positions. J'essaye, moi, d'avoir des positions équilibrées. Bon, elle a ses enfants dans le privé. Quand on est un ministre de l'Éducation nationale, effectivement, c'est pas terrible. Après, on dit,
que son fils aurait été privilégié pour accéder Parcoursup. Puis ça semble confirmer. Bon. Après, la prochaine étape, c'est quoi? C'est d'aller vérifier les bulletins de notes de ces enfants. Enfin, et ça a été dit, je crois, par Aurore Berger. Vous voyez, comme quoi j'essaye d'être... Mais honnêtement, oui, c'est un peu un jeu de massacre, quoi. Bon, on a massacré la ministre de l'Éducation nationale, c'est bien. Voilà, elle a été massacrée, elle a été jetée en pâture publiquement et médiatiquement. Et maintenant, on fait quoi? On cherche un autre ministre? Elle ne peut pas rester, selon vous? J'en sais rien. Ça, c'est pas de ma décision. Mais si vous voulez, je trouve qu'on vit des moments qui sont très difficiles. Hein. On vit des moments qui sont très compliqués. Moi, j'ai un peu le sentiment qu'on est sur un jeu de massacre. Dès qu'il y a quelqu'un qui est... C'est ce que je disais tout à l'heure, le Premier ministre, 33 ans, voilà, c'est quoi. On massacre les gens. Rachida Dati, pareil. La ministre... Est-ce que les gens n'ont pas besoin d'autre chose, un peu de stabilité? En tout cas, moi, ce que je retire de ça, quand je regarde l'action au niveau national et des gouvernements successifs, et ça m'inquiète. Ça veut dire qu'en France, on n'a plus de ligne politique claire au niveau de l'État. Et aujourd'hui, heureusement que les collectivités sont là, les collectivités comme le département, où on a une majorité qui est stable, où on a des personnels techniques et administratifs qui sont stables, parce que le pays est tenu par les collectivités. Si demain les collectivités nous lâchons, mais on sera fini et... pour reprendre des expressions d'un autre temps, ce sera la chienlit. On peut citer Jacques Chirac. Non, c'est De Gaulle, ça. C'était De Gaulle, oui. Je suis désolé. Oui, c'est vrai. Ça remonte encore plus loin. Ça remonte encore plus loin. Parmi les promesses, non pas d'Amélie Oudéa-Castérac, mais de son prédécesseur, Gabriel Attal, au ministère de l'Éducation, il y avait l'expérimentation des uniformes à l'école qui devrait commencer dans les premiers lycées avant la fin de l'année scolaire. La région Auvergne-Rhône-Alpes a même présenté il y a quelques semaines à quoi ressembleraient ces uniformes. Voilà, on les voit, des polos, il y aurait 3 polos, 2 pulls par lycéen. C'est même estimé à 224 € par élève, cet investissement. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous? Alors vous ne gérez pas les lycées au niveau du département, donc vous gérez les collèges. C'est une fausse bonne idée. Moi, je considère que c'est une fausse bonne idée pour plusieurs raisons. Moi, j'appartiens à une génération où, à l'école, on portait une blouse. On portait une blouse parce que, comme ça, effectivement, il n'y avait pas de différence. Chacun avait une blouse. Moi, jusqu'en terminale, j'ai porté une blouse. J'étais dans le privé, je l'avoue, au cas où vous recherchiez. C'est dans une classe mixte que garçon. Et j'étais dans une filière scientifique et on nous imposait la blouse grise. Une blouse grise pour pas qu'on se prenne trop au sérieux. Donc il y avait quand même déjà ce message-là. Donc on avait des blouses en coton gris. Je peux vous assurer que c'était pas très joyeux, mais on les portait. Et là, pour le coup, il y avait une égalité. Par contre, quand on sortait, on posait la blouse et on redevenait. Dire qu'on était dans la rue, on n'était pas ciblé. Moi, voilà, deux choses. Imposer l'uniforme à l'intérieur des établissements, mais à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on a des gamins qui vont se promener en uniforme dans les rues. Je ne sais pas si aujourd'hui la jeunesse est en capacité d'accepter ça. Moi, je ne suis pas spécialement favorable à ça. Et puis ensuite, il y a le coût de tout ça, mais ça va coûter une fortune. Ça va coûter des millions d'euros. On aurait peut-être autre chose à faire pour l'éducation que de mettre des gamins en uniforme, ce qui n'ont... Enfin, est-ce qu'on leur a posé la question à eux? Moi, j'aimerais qu'il y ait un sondage. J'aimerais qu'il y ait un sondage qui soit fait auprès des jeunes. Est-ce qu'ils ont envie d'avoir un uniforme? Parce que s'ils ont envie, ben pourquoi pas accompagner les choses, faire des choses avec la jeunesse. Par contre, s'ils n'ont pas envie, alors là, ça va être quand même compliqué d'imposer à des jeunes de se promener en uniforme. Enfin, moi, sincèrement, il y a une expérimentation qui va être lancée. On va voir ce qui restera de tout ça dans quelques années. Enfin, pour moi, voilà, je suis... On a compris que vous étiez moins enthousiaste que votre collègue Laurent Wauquiez, qui lui porte l'initiative et que l'ex-ministre de l'Éducation nationale qui avait porté la... Voilà, mais non, moi, je ne suis pas enthousiaste là-dessus. Et enfin, la jeunesse a bien d'autres préoccupations et il faudrait qu'on se préoccupe un peu de ce qu'ils souhaitent avant de lancer des idées comme ça. Je vous dis, moi, à ce moment-là, moi, je suis pour la blouse grise. Je vous garantis que je n'aurais pas eu un grand succès. Hein.
Pour rester dans les établissements scolaires, les collèges isérois ont été le théâtre de faits de violence ces dernières semaines. Oui. Début janvier, il y a des élèves du collège Gérard Philippe à Fontaine qui ont été attaqués devant les grilles de l'établissement par une demi-douzaine d'assaillants masqués avec des marteaux, bombes lacrymogènes. En décembre, ce sont le personnel du collège Jules Flandrin à Coran qui ont été agressés et menacés de mort à l'intérieur de l'établissement par les frères d'une collégienne. Est-ce que les collèges isérois sont suffisamment sécurisés, Jean-Pierre Barbier? Alors, d'abord, ces actes sont inadmissibles. Vous l'avez compris, ça, moi, je les condamne avec force. Il faut absolument que les auteurs soient retrouvés et sévèrement punis, puisqu'on ne peut pas s'attaquer à des symboles comme des collèges ou des lycées ou des écoles. Enfin, dans le cas de Coran, il y a eu un jugement et les frères ont été condamnés. Voilà, et ça me paraît la première chose à dire. Ensuite, nous, sur la sécurité dans les collèges. Depuis 2015, moi quand je suis arrivé en 2015, on était aussi dans un climat attentat assez difficile, assez compliqué. Donc dès 2015 ou 2016, on a fait un inventaire de l'ensemble de nos collèges pour vérifier, les clôtures, pour être sûr que personne ne pouvait rentrer ailleurs que par la porte. 2, on a disposé un certain nombre d'alarmes dans les collèges. On a proposé à l'ensemble des collèges la vidéoprotection ou surveillance en fonction des opinions politiques des uns ou des autres. Voilà, la vidéoprotection ou surveillance avec l'avis du conseil d'administration. Si le conseil d'administration est favorable, on la met. Si le conseil d'administration n'est pas favorable, nous ne la mettons pas. Vous ne pouvez pas l'imposer. Chaque collège est je pourrais non, mais il y a plein de choses qu'on peut imposer. Je pourrais l'imposer. Je n'ai pas souhaité l'imposer parce qu'on a un dialogue très constructif avec l'éducation nationale. Donc moi, je n'ai pas envie de créer de tension avec les enseignants. Après tout, c'est eux qui sont dans les collèges. Donc c'est aussi à eux de donner leur opinion. Je crois que c'est 50% des collèges qui ont dit oui à la vidéosurveillance et vidéoprotection. J'ai refait un courrier aux principaux en disant, moi, si un principal souhaitait la vidéosurveillance dans son établissement, j'étais prêt à étudier les choses. Si le conseil d'administration s'y opposait, on pourrait peut-être, pour le coup, avoir une discussion un peu plus serrée avec. Voilà, donc si oui, on a bien sûr conscience de tout ça. Je note quand même que pour ce qui concerne un des établissements, tout ceci s'est passé à l'extérieur de l'établissement, c'est-à-dire à Fontaine, devant. Donc là, pour le coup, il y a aussi la responsabilité des élus locaux à mettre de la vidéosurveillance et vidéoprotection aux abords des établissements. Et là, j'ai dit très clairement, si dans une commune, un maire souhaite apporter des caméras de surveillance à l'extérieur et à proximité immédiate du collège, le département financerait à 100% l'équipement de vidéosurveillance, puisque nous, on a des dispositifs d'aide qui aujourd'hui sont divers et variés. Mais là, à proximité des collèges, si un maire le demande, nous mettrons des caméras financées à 100% par le département. Je le dis très tranquillement, parce que je suis sûr qu'à Grenoble, je ne serais pas embêté avec ça. Je ne sais pas si Eric Piolle nous écoute, mais en tout cas, le message va sûrement chacun prend ses responsabilités. Lui arriver. On verra s'il saisit votre opportunité d'équiper l'espace public devant les collèges grenoblois. On va parler un peu de politique nationale maintenant, Jean-Pierre Barbier. Parce que là, on n'en parlait pas. Si, aussi. On était quand même sur des cas locaux, sur le budget isérois. On avait abordé un petit peu le nouvel gouvernement avec Rachida Dati. Il y a cette nouvelle loi immigration qui a été adoptée au mois de décembre. Je rappelle que vous avez siégé à l'Assemblée nationale pendant 5 ans. J'imagine que vous auriez voté cette loi si vous aviez été député. Oui, sûrement. Je n'ai pas le détail de cette loi. Enfin, pour le moment, si vous voulez, on est sur une loi qui risque fort d'être détricotée par le Conseil constitutionnel. Moi, j'attends de voir ce qui va en sortir. Ce qu'il y a de sûr sur ce débat, sur ce sujet. Mais comment l'ensemble des partis politiques ne peuvent pas avoir une discussion pragmatique, réelle, sur ce qu'est l'immigration aujourd'hui dans notre pays? Tout le monde en parle. C'est un sujet qui préoccupe une grande partie de nos concitoyens. Il y a un moment, il faut bien apporter des réponses. Alors la loi préconisait un certain nombre de choses, certainement très utiles. La première des choses, et on l'a vu malheureusement avec ce qui s'est passé sur un barrage où une agricultrice a été décédée, d'ailleurs, des suites de l'accident, avec des gens qui étaient sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français.
La difficulté aujourd'hui, c'est que sur tous ces sujets, la loi existe. Des choses sont décidées et ne sont pas mises en application. On devrait d'abord commencer à mettre en application tout ce qui nous permet de le faire. Sur les OQTF, c'est un scandale d'État. Les OQTF ne sont pas mises en œuvre. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 10% qui sont mises en œuvre sur tout le territoire national. Donc avant de créer une nouvelle loi, il faudrait déjà appliquer celle qui est là et de manière assez rigoureuse. Après, oui, attendons de voir ce qui va rester de cette loi. Je ne suis pas optimiste. Hein. Je précise qu'à l'heure où on enregistre cette émission, la décision du Conseil constitutionnel n'a pas encore été rendue, donc on en sait C'est pour ça que je suis un peu gêné pour vous répondre. Par contre, ceux qui nous regardent sont au courant, puisque ça va être imminent pour nous, et vous avez sûrement l'information. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'une bonne partie des articles de cette loi risquent d'être détricotés par le Conseil constitutionnel. L'essence même de la loi, j'ai peur qu'il n'en reste pas grand-chose, donc ça aurait été beaucoup de bruit pour au final rien, et pour une nouvelle fois ne pas apporter de réponse aux gens qui s'interrogent de manière complètement légitime. Quand on voit des étrangers sur notre pays qui commettent des délits et qui continuent à commettre des délits, à qui on signifie une sortie de territoire et à qui on ne l'applique pas, c'est ça la vraie question. Il faut déjà résoudre ça. Si jamais, effectivement, le Conseil constitutionnel détricote cette loi, est-ce qu'il faut changer la loi ou changer la Constitution pour réintégrer les articles qui auront été retoqués? Déjà, pour changer la Constitution, il faut avoir les moyens de le faire. Et aujourd'hui, le gouvernement a déjà bien de la peine à faire passer des lois. Alors, changer la Constitution, parce qu'il faut avoir... c'est 70%... Enfin, c'est les deux tiers. Les deux tiers, c'est ça, du Congrès, Assemblée et Sénat. Donc, on sait que ça, c'est impossible. Donc, changer la Constitution, c'est pas possible. Non, je vous dis franchement, sur la loi immigration, appliquons la loi déjà de manière rigoureuse. Soyons très fermes sur... L'immigration, en soi, c'est pas un sujet. Aujourd'hui, on va avoir besoin de cette immigration. Quand on voit les courbes de natalité là, qui inquiètent tout le monde dans notre pays, oui, d'ailleurs, on a certains métiers. Les responsables du MEDEF étaient favorables à une immigration choisie. Enfin, il faut aussi oser prononcer les choses. Il y a plein de pays qui fonctionnent comme ça. On a besoin de main-d'œuvre immigrée. Donc, il faut avoir une immigration choisie, régulariser les gens dans des conditions tout à fait acceptables. Et puis, quand on en régularise qui ne respectent pas les lois du pays ou quand ils commettent des délits dans notre pays, on les renvoie chez eux. Qu'est-ce que les gens attendent d'autre? Et quand je dis ça, est-ce que je suis de droite, est-ce que je suis de gauche? J'en sais rien. En tout cas, c'est du pragmatisme. Hein, c'est de dire, oui, je ne suis pas contre l'immigration, je ne suis pas contre les immigrés, mais par contre, ils doivent se plier aux lois du pays. Et ma foi, quand ils font un délit, ils sont sous le coup d'être envoyés chez eux. Vous avez plein de pays qui fonctionnent comme ça, le Canada, les États-Unis ou encore bien d'autres. Bon, il faut aussi peut-être qu'on fasse évoluer notre vision des choses. Alors Emmanuel Macron va peut-être vous faire mentir, Jean-Pierre Barbier, sur la modification de la Constitution, puisque cette semaine a été enclenchée à l'Assemblée nationale la possibilité de modifier la Constitution pour faire rentrer le droit à l'IVG. Il y a même normalement un congrès qui est prévu au mois de mars pour finaliser ça. Alors ça divise votre camp, cette inscription de l'IVG dans la Constitution. Vous en pensez quoi, vous ? Moi, ce que j'en pense, c'est qu'Emmanuel Macron, une nouvelle fois, fait de la politique. Il sait qu'il n'a pas la possibilité de modifier la Constitution. Donc il amène un sujet qui est l'IVG, qui est un sujet aujourd'hui qui, pour moi, ne souffre pas de discussion ou de remise en cause. L'IVG, ça date... l'IVG... Simone Veil. Simone Veil, c'est ça. Je cherchais l'année, c'est 1960. C'était après De Gaulle, mais c'était avant Chirac. Oui, c'est après De Gaulle, c'est avant Chirac, c'est 1976 ou... Oui, c'est la fin des années 70. Oui, voilà. Qui aujourd'hui pense remettre en cause l'IVG. On l'a vu dans d'autres pays, la Pologne... mais qui a été portée par Simone Veil, une femme de droite. Aujourd'hui, personne ne pense le remettre en cause. Quel est l'intérêt, sincèrement, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons,
avec une majorité au niveau gouvernemental qui n'arrive pas à faire passer un texte de loi, aucun, parce que vous avez cité tout à l'heure le 49.3, sincèrement, mais quel est l'intérêt, si ce n'est un intérêt politique, de créer une espèce de contre-feu avec une modification de la Constitution sur l'IVG? Mais enfin, sincèrement, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'aujourd'hui, faire rentrer l'IVG dans la Constitution est la préoccupation des Français? Enfin, je ne sais pas, est-ce que c'est la vôtre? En tout cas, ils y sont favorables, d'après les sondages, à 80%, je crois, à ce que ce soit. Oui, parce que c'est un droit, que personne ne pense remettre en cause. Donc, qu'il soit dans la Constitution ou qu'il ne soit pas dans la Constitution, ben, bon, quel est le problème? Est-ce qu'aujourd'hui, un parti politique aujourd'hui en France a émis l'idée de remettre en cause l'IVG? Non. Ah, moi, je n'ai pas entendu. Hein. Personne. Non, personne. Donc, qu'est-ce qu'on vient parler de ça? Ce n'est pas un sujet, c'est un non-sujet. Et vous vous rendez compte, sur un non-sujet que personne n'évoque, on parle d'une modification de la Constitution. Alors que vous l'avez évoqué tout à l'heure pour la loi immigration, alors qu'on pourrait l'évoquer sur plein d'autres choses, sur l'IVG, mais si ce n'est pas une manœuvre politique d'organiser une espèce de contre-feu sur un sujet que personne ne conteste ou personne... Enfin, on a bien du temps à perdre. Hein. Pour revenir aux conséquences du vote sur la loi immigration, certains dans votre famille politique en ont profité pour relancer l'idée d'une union des droites, puisque le RN revendiquait une victoire idéologique sur ce vote à l'Assemblée nationale. Une union des droites qui permettrait, selon ceux qui la promeuvent, la possibilité de gagner la prochaine présidentielle. C'est une stratégie que vous soutenez ? Alors moi, ça fait bien longtemps que je ne fais plus de politique politicienne. Et ça fait bien longtemps que je ne me préoccupe pas de savoir quel parti doit faire alliance avec quel autre parti pour tenter de gagner des élections. Enfin, ce qui fait les élections, c'est d'abord le peuple. Hein. Et c'est le peuple qui va voter. Et à force de ne pas écouter ce que dit le peuple, on risque de se prendre un sacré revers. Alors, les unions de la droite, du centre et tout... c'est plutôt des droites, oui, du côté des droites, extrême droite. Des droites, extrême droite. Écoutez, aujourd'hui, je laisse la responsabilité à ceux qui prônent ça de le faire ou de ne pas le faire. Et puis après, les gens choisiront. Aujourd'hui, quand vous regardez les discours qui sont portés par les députés d'extrême droite, enfin du RN, c'est quand même très... ça s'est institutionnalisé quand même. Il n'y a pas de propos qui détonnent, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, ils s'expriment. Bon, il s'exprime. Eh bien, écoutez, moi, j'écoute. Je ne cautionne pas, attention, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Comme sur ce que j'ai dit précédemment sur l'IVG, parce que je suis prudent, tout peut être interprété. Je ne dis pas que c'est pas quelque chose d'important. Mais je dis que c'est pas un sujet. C'est pas un sujet politique. Comme si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer politiquement si on veut parler de politique? Personne ne le sait. Emmanuel Macron, c'est fini. C'est fini dans le sens où il ne pourra pas se représenter. Donc le macronisme n'existe plus. Ça fait, à mon sens, ça fait déjà quelque temps que ça n'existe plus. Mais après lui, rien ne subsistera. Le résultat de ce qu'a fait Emmanuel Macron au niveau politique national, c'est qu'il a détruit l'ensemble des partis politiques pour ne laisser la place qu'aux extrêmes, c'est-à-dire les partis politiques traditionnels, que ce soit le Parti socialiste, que ce soit le Parti communiste qui vote ici comme ça, ou que ce soit les LR, ou que ce soit l'UDF. Il a réussi à dynamiter tout ça. Bravo. Résultat du en même temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? L'extrême gauche et l'extrême droite. Et maintenant, les questions que se posent tous les commentateurs politiques, c'est de dire « Ah ben oui, mais avec l'extrême gauche et l'extrême droite qui pèsent assez lourd, comment récupérer le pouvoir si ce n'est avec une alliance ?» Mais tout ceci a été créé volontairement. On est dans une situation où on a rendu la France ingouvernable. On a fait en sorte qu'on a oublié que la démocratie, après tout, c'était de la confrontation d'idées entre ce qu'on appelait, nous, la droite et la gauche, ou ce que certains peuvent appeler les progressistes et les conservateurs. Enfin bref, deux personnes qui parlent ensemble et qui ont des idées opposées et qui, ma foi, proposent des choses différentes aux Français. Là, maintenant, on n'a plus rien. On n'a plus rien parce qu'en termes de propositions, vous avez la proposition de l'extrême gauche et la proposition de l'extrême droite. Moi, j'espère sincèrement
j'espère sincèrement que nous allons avoir suffisamment d'intelligence pour recréer un bloc de centre-droit et de droite républicaine. On va en retrouver les vieilles retraites du passé, et les vieilles recettes, pas les retraites, les vieilles recettes du passé, avec l'UDF et le RPR, où globalement on avait une droite plutôt centriste, qui pouvait aller un peu, voilà, même centre-gauche, et puis une droite républicaine avec des idées un peu plus marquées. Bon, voilà, mais aujourd'hui, le grand succès d'Emmanuel Macron, ça va avoir été de détruire tout ça. Sauf qu'il est plus facile de détruire que de reconstruire. Et maintenant, la reconstruction, elle va être compliquée. Et pour lui, ce sera plutôt facile parce qu'il ne sera pas à la reconstruction. Et pendant que vous parliez, j'ai une petite info qui m'est arrivée. On complétera ce qu'on disait tout à l'heure sur le Conseil constitutionnel. Un tiers des articles ont été retoqués. Donc, notamment, j'imagine, on n'a pas le détail, mais les articles les plus fondamentaux de cette loi. Donc, vous aviez senti qu'effectivement, bon, oui. On reviendrait rapidement un peu au point de départ. Bon, vous savez, je suis de la campagne, je ne fais pas trop de politique. On parlait des difficultés tout à l'heure d'Amélie Oudéa-Castérac. Il y a un membre de votre majorité qui est aussi dans la tourmente judiciaire, c'est Fabien Mulic. Il a été votre vice-président à l'agriculture. Il a été reconnu coupable cette semaine de fraude électorale en 2021 lors des élections départementales. Il a voté en lieu et place de 2 personnes sans procuration sur un scrutin qui le concernait directement puisqu'il était candidat. Condamné à 6 mois de prison avec sursis, 2 ans d'inéligibilité. C'est dur, hein. C'est pas facile à dire. Alors, il avait quitté son poste de VP en octobre. Il vous avait tenu au courant de cette affaire avant qu'elle sorte sur la place publique? Alors, d'abord, si vous voulez, et c'est vrai que c'est qualifié de fraude électorale, donc c'est un terme qui est assez fort. Et après, c'est 2 bulletins qu'il a mis dans l'urne sans procuration. C'est une erreur, ce n'est pas acceptable de la part d'un élu. D'ailleurs, il l'a reconnu, il a plaidé coupable très rapidement. Moi, j'ai été informé de tout cela au mois d'août de l'année dernière, au moment où il m'a dit qu'il allait être convoqué chez le procureur pour cette procédure de reconnaissance de culpabilité immédiate. Je lui ai dit, on va attendre quelles vont être les réquisitions du procureur. Et ensuite, à partir du moment où il est passé devant le procureur, qu'il a reconnu sa culpabilité, il m'a proposé sa démission pour des raisons personnelles, mais qui à l'époque étaient encore personnelles, puisqu'il avait refusé l'accord et qu'il allait passer devant le tribunal. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est que c'est bien qu'il ait reconnu ses erreurs. C'est bien qu'il en ait tiré les conséquences immédiates en se retirant de l'exécutif pour ne pas mettre en difficulté la majorité. Parce que je rappellerai juste comme ça, sans vouloir faire de politique ni de polémique, mais qu'aujourd'hui, on a le maire de Grenoble qui a été condamné en appel par le tribunal correctionnel, qui est toujours présent en poste. Il n'y a pas eu d'inéligibilité en ce qui le concernait dans la condamnation. Oui. C'est une amende avec sursis. Oui, condamné. À partir du moment où on est condamné, surtout quand on a signé la charte anticorps, enfin pas celle-ci, mais celle d'avant, il faut aussi avoir la décence de dire, bon écoutez, moi j'ai été condamné, j'ai été reconnu coupable sur des faits quand même avérés, je me retire de l'exécutif. Fabien Mulic, lui, il a eu cette décence de le faire, et tout de suite, sans que je lui demande. Donc il s'est retiré. Maintenant, il a été condamné en première instance. Je ne sais pas s'il va faire appel. On va attendre. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que vous pouvez avoir toute une vie d'exemplarité, toute une vie de bon travail, et puis un jour, péter les plombs, c'est ce qu'il a dit, et faire quelque chose qui n'est pas acceptable. Et là, la sanction, elle tombe tout de suite. La justice a été plus clémente avec M. Piolle. Il faut le dire, parce que généralement, quand vous avez une condamnation... Elle l'avait relaxé en première instance. Oui, enfin condamné en appel. Et c'est ce qui fait foi, c'est l'appel qui fait foi. Enfin, je veux dire, sur ce type de condamnation, quand vous avez une condamnation en appel, il faut en tirer toutes les conséquences. Il a eu de la chance de ne pas avoir d'inéligibilité. Tant mieux. Fabien Mulic, lui, il n'a pas eu cette clémence de la justice, où il a eu la condamnation et l'inéligibilité. 2 bulletins.
Voilà, c'est tout ce que je constate, moi, et sans vouloir faire de parallèles douteux, mais néanmoins, et je ne conteste pas du tout la décision de justice. Et vous ne regrettez pas de l'avoir soutenu publiquement? Certains élus de votre opposition vous le reprochent d'avoir soutenu Fabien Mullick alors qu'il avait avoué avoir fraudé, oui. Et je l'ai soutenu où? Vous pouvez me dire? D'avoir signé une lettre. Moi, j'ai signé une lettre. Ah, alors, vous n'étiez peut-être pas, effectivement... Ah ben non, mais il faut savoir ce qu'on dit. Hein. Moi, je n'ai pas signé de lettre. Je n'ai pas signé de lettre. Donc, effectivement, certains élus de mon opposition, puisque vous êtes informés, élus écologistes, eh bien, dites donc, c'est quand même surprenant, parce qu'ils ont l'indignation un peu à géométrie variable, parce que je ne les ai pas vus monter au créneau pour demander à M. Piolle de démissionner de son poste. Hein. Donc il faut être, si vous voulez, en politique, il faut être cohérent. Et c'est bien pour ça que moi, je ne m'exprime jamais sur les décisions de justice. Je n'en parle pas, mais puisque vous me tendez la perche et que vous me parlez des élus écologistes, je savais bien que vous aviez peut-être ça derrière la tête, j'en parle. Eh bien oui. C'est-à-dire qu'avant d'aller regarder la paille qu'il peut y avoir dans l'œil du voisin, il faut aussi se préoccuper de la poutre qu'on a dans le sien et balayer devant leur porte avant de balayer devant la mienne. Et moi, je n'ai jamais soutenu Fabien Mullick par écrit, si ce n'est, et on l'a fait en session, pour rendre hommage au travail qu'il avait fait, parce que c'est une réalité, il a assumé sa fonction sans aucun problème, et que l'erreur qu'il a commise, il l'a commise non pas en tant que conseiller départemental, aussi remettre les choses dans le contexte. Oui, il était là en tant que maire. Il était candidat. Il était candidat. Donc pas encore membre de la majorité. Alors que d'autres ont commis les infractions en étant à la tête d'un exécutif. Donc si vous voulez, les donneurs de leçons, je les renvoie dans leur but et j'attends qu'ils viennent me chercher en face à face et pas par un communiqué de presse plutôt... fétide. Bon, je pense que le message est passé. Ça ne vous a pas échappé pour clore ce sujet des élus condamnés, qu'Alain Carignon, qui a été condamné, a lancé sa candidature à la mairie de Grenoble la semaine dernière. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pardon? Vous le soutiendrez? Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Mais Alain Carignon, il a été condamné. Il a eu une peine. Il l'a effectuée et c'était une peine de prison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui a commis quelque chose comme ça, qui a été condamné, il ne peut plus se représenter. Mais alors, moi, je vous renvoie les choses. Mais je suis désolé, parce que si on va sur ce sujet-là, et j'aime pas aller sur ces sujets, parce qu'en fait, on participe aux tous pourris. C'est-à-dire, on dit tous les élus sont pourris, y compris M. Piolle, alors. Qu'est-ce que fait M. Piolle à la tête d'un exécutif alors qu'il a été condamné par la justice? C'est exactement pareil. Donc si M. Piolle est toujours à l'exécutif, même condamné par la justice, alors oui, Alain Carignon a toute légitimité à se présenter à la mairie de Grenoble. Il faut savoir, on ne peut pas avoir l'indignation variable et de dire, bah oui, lui, il a été condamné, oh, enfin, c'est pas grave, oui, il n'a pas eu d'inéligibilité, il a eu une amende, c'était... Non, condamné. Donc, on dégage. Et alors, à ce moment-là, on dégage tout le monde. Mais on ne peut pas avoir l'indignation un peu à géométrie variable. Hein. C'est pas possible, ça. Donc, oui, Alain Carignon se présente. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que ça vous surprend? Non. Eh bien, écoutez, moi non plus. Eh bien, moi non plus. Plus ou moins annoncé l'an dernier sur ce plateau dans un QG politique. Moi non plus. Et il y a un moment, et à chaque fois, c'est le même discours. Oui, Alain Carignon, il se représente. Oui, il a été condamné. Oui, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a le droit, en tout cas, de se Il a le droit, comme tout citoyen qui a été condamné, qui a purgé sa peine, qui s'est retiré à un moment de la vie politique et qui revient. Voilà. D'autres n'ont pas cette décence, hein. Je le redis quand même. Allez, on change de sujet. Oui, si vous voulez. Hein. La semaine dernière, on recevait à votre place Alexis Joly, député de l'Isère, conseiller régional et membre du Rassemblement national. Je lui ai demandé, comme c'est la tradition dans cette émission, de vous poser une question. Jean-Pierre Babier, on l'écoute. Bonjour Monsieur le Président. Écoutez, depuis quelques jours, quelques semaines, les agriculteurs
font face à de nombreuses difficultés. Ils le montrent d'ailleurs par un certain nombre de manifestations, en retournant les panneaux dans les entrées de ville, en organisant des manifestations, des opérations escargots, parce qu'ils dénoncent la mise en concurrence déloyale qu'ils subissent, les normes qu'ils subissent et qui contraignent leur activité. Je voulais savoir, Monsieur le Président, quelle a été votre position en tant que président du département de l'Isère, en tant que membre des Républicains, des LR, alors que vous êtes majoritaire au Parlement européen et que c'est vous qui avez mis au Parlement européen l'agriculture en concurrence déloyale vis-à-vis de l'agriculture des autres pays de l'Union européenne. Je rappelle que les LR ont voté par exemple contre la diminution des taxes sur le carburant à l'Assemblée nationale. Je voulais savoir comment il était possible pour vous et pour vos amis d'aller encore expliquer aux agriculteurs que vous êtes leurs amis. Oh bah écoutez, très facilement, parce que j'étais ce matin avec mes amis, les agriculteurs, et je vais rassurer Monsieur Joly, j'ai été très bien reçu en tant que président du département, parce que les agriculteurs du département de l'Isère savent à quel point je les défends et à quel point je partage leurs revendications, que ce soit sur le respect dû à leur profession, que ce soit sur le juste prix donné à leur travail. Ils font un travail remarquable et tout ça, c'est pas que des paroles. Contrairement à M. Joly, moi je suis plutôt dans l'action. C'est pas que des paroles. Nous travaillons depuis des années sur le pôle agroalimentaire et nous apportons un vrai soutien aux agriculteurs. Ensuite, M. Joly veut m'emmener sur un sujet très politique qui est celui des élections européennes et des Républicains. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'au Parti populaire, PPE, parti majoritaire de l'Europe, bon, il faut quand même savoir que les Républicains, et d'ailleurs c'est le résultat des dernières élections européennes, ne pèsent pas énormément, mais pèsent quand même pas énormément au niveau du parti européen. Donc ça, c'est quand même, il ne faut pas non plus déformer la réalité et faire peser sur les responsables politiques républicains français les décisions qui sont prises à Bruxelles. Moi, M. Joly, qui fait de la politique, mais c'est normal, hein, c'est quelqu'un qui est sur ce mode de fonctionnement. Hein. Il est aujourd'hui député RN dans le Nord-Isère, alors qu'il a été candidat un certain nombre de fois sur Échirolles. Bon, c'est des gens qui font de la politique. Très bien. Si demain, son parti remporte un succès aux élections européennes, eh bien, écoutez, on va attendre de voir ce qu'ils vont faire au niveau du parti et des décisions européennes. Tout ça est très compliqué et les agriculteurs le savent bien. Aujourd'hui, les normes se sont accumulées, et ça depuis des années. Tout le monde en a conscience. Aujourd'hui, il y a la question des contrôles à l'intérieur du pays et aux frontières. Parce que quelque chose qui est interdit en France peut être autorisé dans un autre pays de l'Union européenne et nous n'interdisons pas l'entrée de ces produits sur le territoire national. C'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que là aussi, normalement, les lois telles qu'elles ont été faites, c'est de dire que ce que je viens de vous décrire ne devrait pas pouvoir se produire. Sauf que ça se produit. Une nouvelle fois, on est dans le vote de lois qui ne sont pas appliquées sur le principe. Donc voilà ce que je veux dire à M. Joly. Il ne faut pas qu'il s'inquiète. Mes relations avec les agriculteurs, et j'ai pu le constater ce matin, sont au beau fixe. Et globalement, eh bien, moi, je lui dis, j'attends de voir ce qu'il va faire, parce que pour le moment, ils n'ont pas fait grand-chose, hein, si ce n'est parler. Mais bon, attendons, hein, de voir ce qu'il est capable de faire, M. Joly. Là, on voit les images que vous évoquez ce jeudi matin, oui, à Grenoble. Les tracteurs qui ont envahi les grands boulevards, ils étaient beaucoup plus nombreux que prévu. Et oui, mais parce que si vous voulez, c'est un vrai désespoir. Moi, j'étais avec eux en 2015 devant la sous-préfecture de la Tour du Pin, où c'était la crise du lait, où les agriculteurs ne vivaient plus. Et je me dis, aujourd'hui, on est en 2024, rien n'a changé. C'est le même désespoir, c'est la même détresse, parce qu'ils n'ont pas été entendus. Parce qu'on a continué à les bombarder de normes, on continue à les traiter de pollueurs, on continue à les traiter de tous les noms et de leur faire porter tous les maux, alors qu'ils font un travail admirable, remarquable de nourrir la population, qui produisent une agriculture de qualité, qu'ils ont fait des efforts environnementaux
remarquables depuis ces dernières années et on continue à leur taper sur la tête. Alors bien évidemment que je suis avec eux, bien évidemment je les soutiens, mais on ne peut pas faire de la politique politicienne en rendant responsable tel ou tel parti d'avoir laissé faire les choses. Tout ceci, c'est de la politique de bas étage qui au final ne sert qu'à une chose, à mettre de l'huile sur le feu. Peut-être c'est ce qui est aussi souhaité par M. Joly, mais au final, ce n'est pas ce qui améliorera la condition des agriculteurs. Alors pour préserver les terres agricoles en France, le Parlement a adopté la loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui doit se mettre en place sur tout le territoire. C'est une loi contre laquelle Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est parti en guerre depuis l'Alpe d'Huez. C'était au mois de septembre avec le congrès des maires ruraux. Le président de la région incite clairement les maires à ne pas appliquer cette loi. Est-ce que vous le soutenez dans cette démarche ? Là, il a pris tout le monde un peu de court, hein, puisque moi j'étais assis sagement sur le canapé pendant qu'il a pris la parole. Je crois qu'il faut décrypter et décoder tout ça. Ce que dit Laurent Wauquiez, c'est de dire qu'une nouvelle fois, on produit une loi, le ZAN, le zéro artificialisation nette, dont on ne sait pas réellement comment on va l'appliquer. Qu'est-ce que ça veut dire, cette loi ? Ça veut dire qu'en 2050, nous ne pourrons plus artificialiser un seul mètre carré. Alors l'artificialisation, c'est quoi ? C'est construire une maison. C'est donner du terrain pour une entreprise, quand on parle de réindustrialiser la France. C'est de dire aux Français, en 2050, vous ne pourrez plus acheter 1 mètre carré de terrain à la campagne pour faire construire vos maisons. Comment on va gérer tout ça ? Moi, j'ai pris l'exemple, parce que c'était Mme Jacquier-Laforge qui avait porté cette loi sur le compostage, vous savez, des personnes décédées. Et oui, parce qu'en 2050, on ne pourra plus étendre les cimetières. Et moi, je l'avais dit, mais moi, je n'ai pas envie de finir en compost. J'ai envie de pouvoir encore acheter ma concession de cimetière et d'être inhumé. C'est toutes ces questions. Cette loi, elle prend la suite de bon nombre d'autres textes réglementaires qui visent à réduire la consommation de l'espace agricole. Et ça, c'est une bonne chose, parce que si on veut conserver une indépendance alimentaire en France, pour peu qu'on laisse les agriculteurs travailler, il faut du terrain. Il faut du terrain. Donc, ça part d'un bon sentiment. Mais tous les textes de loi, tous ceux qu'on a depuis des années, vont dans ce sens-là. Avec le succès qu'on connaît, parce qu'une nouvelle fois, on vote des textes de loi qui ne sont pas appliqués. Et donc, on laisse galoper le grignotage des terres agricoles. Donc là, voilà, le ZAN, alors ça fait très bien, c'est zéro. Mais comment on va gérer les zéros ? Mais comment ? Parce que 2050, c'est pas dans 100 ans. On y arrive rapidement. C'est-à-dire que globalement, c'est aujourd'hui des jeunes de 25 ans. Comment ils vont gérer le zéro artificialisation nette ? Quand on parle de faire des pistes cyclables sur le bord des routes, par exemple, il faut bien artificialiser. Si vous voulez élargir la route, on ne pourra pas. Peut-être très bien, ou je ne sais pas, peut-être qu'il n'y aura plus de route, plus de voitures, plus rien, mais enfin... Les députés ont fait une erreur en la votant, cette loi ? Bien sûr. Enfin, ils ont fait une erreur en votant cette loi et en n'imaginant pas les conséquences que cette loi allait avoir sur l'ensemble des politiques d'aménagement des communes, des départements, des régions. Augmentation de la population, j'ai besoin de construire un collège, je fais comment ? Augmentation de la population, besoin de construire une école, je fais comment ? Et enfin, le zéro pose un vrai problème. Mais ça, ils l'ont voté. Je précise que les députés LR l'ont voté aussi. C'était oui, au mois de juin dernier. Mais si vous voulez, aujourd'hui, la plupart des députés sont issus de cette loi sur le non-cumul des mandats. La plupart. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience de ce qui se passe au cœur de la machine des collectivités territoriales. C'est comme ça qu'on a à faire voter des lois comme ça. Alors Laurent Wauquiez, qui ne cache pas ses ambitions pour 2027, je ne sais pas si sa prise de position sur la loi ZAN fait partie un peu de sa stratégie, mais il a présenté lundi, cette semaine, à des chefs d'entreprise son programme des 100 jours en cas d'accession à l'Élysée. C'est la date symbolique, c'est la durée symbolique pour agir quand on devient président de la République. C'est lui qui sera le candidat des LR, maintenant c'est acté. Oui, cette référence des 100 jours, moi, m'a toujours fait rire, m'a toujours surpris. Parce que quand même, quand on se rappelle ce que sont les 100 jours et d'où vient cette expression, ça c'est quand même plutôt mal terminé. Mais bon,
allez, disons, mais Emmanuel Macron l'a pris, enfin tous les hommes politiques la prennent, 100 jours. Bon, si on peut réformer la France en 100 jours, ça se saurait. Moi, j'ai confiance dans Laurent Wauquiez. Je pense que la loi ZAN, tout ça n'est qu'un épiphénomène. Personne n'y comprend rien. Hein. Sincèrement, sur le ZAN, personne ne comprend ce que je dis. Là même, les gens ne s'en rendent pas compte. Par contre, ils s'en rendront compte en 2050. Alors moi, je ne serai plus là. Ou alors avec d'autres préoccupations, hein, celle de l'extension des cimetières. Mais en 2050, les gens vont comprendre ce que c'est. Et sur les chefs d'entreprise, sur l'industrialisation de la France, on dit on veut oui, mais on fait comment? Donc oui, je pense que Laurent Wauquiez, c'est bien qu'il prenne un peu la mesure des choses. Et sur sa candidature à la présidentielle, là, ça ressemble vraiment à un début de programme. Écoutez, alors là, pour le coup, il a pleinement le droit de se positionner. Et quand je disais, j'appelais de mes voeux que la droite républicaine qui arrive à réunir peut-être... réunir les choses pour présenter un candidat, oui, moi, écoutez, si c'est Laurent Wauquiez, tant mieux. Pour l'instant, il en faut un. Hein. Il en faudra un ou une. Et écoutez, d'ici là, à mon avis, il y aura d'autres candidats. Hein. Je ne suis pas inquiet. Bon, aujourd'hui, les sondages le donnent autour de 5% des intentions de vote. Il faut bien... Écoutez, 6 mois avant l'élection présidentielle, Emmanuel Macron était connu de personne. C'est vrai. Alors, vous savez, personne n'est à l'abri d'un succès. Bon, les sondages qui ne sont pas très encourageants non plus pour la droite sur les européennes. Alors les européennes, c'est sûr que ça n'a jamais été un scrutin très favorable aux partis, on va dire, institutionnels. Bon, une chose est sûre, quel que soit le résultat de ces élections européennes, la France sera le centre de l'Europe et même du monde cet été, à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris. Ça, on ne va pas nous l'enlever. Le parcours de la flamme démarrera en mai. Alors, elle ne passera pas par l'Isère. C'est un choix que vous aviez assumé avec votre majorité. Et on en est très heureux. Pas de regret à l'approche de l'événement? Aucun, parce qu'on fait partie, on est peut-être le seul ou un des rares départements à ne pas avoir pris la flamme. Par contre, d'avoir mis en place quelque chose de complètement différent avec le Isère Terre de Jeux et le relais. Et ça fonctionne, mais c'est super. On passe dans tous les territoires, on a toutes les assos, on a les collectivités, on se passe un relais en bois avec un bois de l'Isère durable. Mais les gens sont super contents. On n'a pas besoin d'une flamme à 180 000 € sur un trajet qui allait nous être imposé et qui allait bien sûr passer par Grenoble, ville olympique. Non, je veux dire, nous, on a fait nos trajets avec les associations, avec les bénévoles, et c'est un truc qui marche super bien. Donc, on est à fond pour les Jeux 2024, on les soutient, c'est une belle... on est heureux pour la France, et l'Isère, il participe avec son relais. Bon, et l'Isère, il participera aussi avec ses athlètes de haut niveau. Bien sûr. Que vous soutenez, qui, j'espère, sont nombreux aux Jeux Olympiques. Ah oui, bien sûr. Pour vous dire le contraire. Vous avez déjà un petit pronostic du nombre de médailles que l'Isère pourrait Pas du tout. Oh là là, alors écoutez, vous connaissez mes compétences dans le domaine sportif, donc je ne vais pas me risquer à un commentaire. Bon, triathlon, aviron, athlétisme, ça fait partie des disciplines en tout cas où des Isérois peuvent potentiellement briller. On suivra ça. Vous allez les regarder, ces Jeux Olympiques, ou vous allez y aller? Non, je vais les regarder. Vous allez les regarder? Non, je vais les regarder. Si on en parle quand même, moi je regarde avec quand même beaucoup d'interrogations le montant le prix des billets pour ces Jeux Olympiques. Alors bon, je peux le comprendre, mais c'est un petit budget quand on veut y assister. C'est un vrai budget, et pour une manifestation qui se veut populaire, donc il faut qu'on trouve d'autres moyens pour faire en sorte que les gens participent à cet olympisme. Parce que c'est vraiment pas tout le monde qui va pouvoir aller aux Jeux Olympiques. Alors donc on disait qu'il n'y aurait pas de flamme en 2024. Le dernier passage de la flamme olympique sur notre territoire, c'était il y a 18 ans, le 7 février 2006. J'ai retrouvé les images de Télé-Grenoble, on était déjà là, dans le parc Mistral, Marielle Guetchel. C'était pour les Jeux Olympiques de Turin, qui avaient lieu quelques semaines après. La flamme avait fait un petit détour. Dans 6 ans, on aura peut-être une séquence similaire, Jean-Pierre Barbier, puisqu'on le sait, même si ce n'est pas encore officiel, les JO d'hiver de 2030 auront lieu
dans les Alpes, les sites de compétition sont connus aussi, en tout cas sont annoncés, Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes et Alpes-Maritimes. Bon, Mais pas l'Isère. Il n'y a pas l'Isère, ça vous le savez. Vous avez compris pourquoi on vous l'a expliqué ? Oui, bien sûr. Moi, Laurent Wauquiez m'avait appelé au mois de juin l'année dernière pour m'expliquer la candidature Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Il m'avait expliqué la difficulté de trouver des sites pas trop éparpillés sur l'ensemble de ce territoire qui est quand même très très vaste. Il m'avait dit que pour l'Isère, ce serait compliqué, mais il m'avait dit si on a une possibilité, eh bien, on fera en sorte que l'Isère ait un site. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça peut encore bouger, selon vous ? Moi, écoutez, je ne sais pas si ça peut bouger. Je n'ai pas de certitude dans la matière. Ce que je sais, c'est que 2030, c'est dans 6 ans. Que les enneigements sont quand même très aléatoires et très variables, qu'il y aura peut-être besoin de sites de secours, que nous, on a des belles stations en altitude, que ce soit les deux Alpes ou l'Alpe d'Huez, ou même le Vercors, parce qu'on s'est aperçu récemment qu'on avait 40 cm de neige dans le Vercors. En Maurienne, seuls 5 cm étaient tombés. J'ai pas de certitude. Moi, je suis toujours en lien, bien sûr, avec Laurent Wauquiez. On peut avoir aussi des sites d'entraînement. Enfin, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'Isère ne sera pas étrangère à cette aventure des Jeux de 2030. Parce que là aussi, enfin, je veux dire, moi, j'ai tout entendu, mais il faut savoir se réjouir de ce qu'on a. Enfin, on a une candidature française sur 2 régions. Nos égos peuvent en souffrir. On peut être déçus. Mais enfin, essayons d'avancer, quoi. Enfin, je pourrais déverser ma bile en disant je suis content. Mais non, c'est pas ça le sujet. Et c'est un peu d'enthousiasme. Essayons d'être en ce début d'année un peu généreux, enthousiastes et se dire, ma foi, ce sera une belle aventure. Bon, à suivre dans 6 ans maintenant. Ça oui, 6 ans, vous savez, où sera-t-on ? Puisqu'on parle de montagne, pour finir, la réserve naturelle des hauts plateaux de Chartreuse. Je ne sais pas si vous la fréquentez, c'est un espace sauvage très prisé des amateurs de montagne et de nature, qui s'étend de la Dent de Crolles jusqu'au Mont Granier. Elle est au cœur d'une polémique depuis la rentrée de septembre. Alors qu'on pouvait imaginer un site comme celui-ci fasse partie du bien public, il reste propriétaire de propriétaires privés. Et celui du château du Touvet, qui possède une partie de ces alpages, a décidé d'en interdire l'accès au public pour préserver son terrain de chasse, puisqu'il vend à une clientèle des parties de chasse aux chamois. Ça a suscité beaucoup d'émoi dans la communauté des montagnards isérois, cette interdiction d'accès à des sentiers de randonnée qu'on fréquente depuis très longtemps. Le département a été sollicité par ces associations pour éventuellement acheter ces terrains et les rendre au bien public. Si vous le permettez, je vais peut-être faire une présentation un peu différente du sujet. Parce que vous dites, on peut être surpris que ces hauts lieux naturels soient une propriété privée. Ce qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est que partout où vous êtes, que vous soyez sur un champ, que vous soyez dans une forêt, que vous soyez sur les hauts plateaux du Vercors, que vous soyez sur les hauts plateaux de Chartreuse ou dans le Vercors, vous êtes sur des propriétés privées. Ça, il faut que tout le monde le comprenne. Et que quand vous rentrez chez quelqu'un, il y a des règles. Et que sur ces hauts plateaux de Chartreuse, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un lieu, vous l'avez dit, extraordinaire, naturel, à préserver, qu'il y a une propriété et qu'il y a une convention avec le propriétaire pour un chemin de randonnée, qui est signé dans le cadre du PDIPR, qui traverse uniquement, c'est-à-dire que le propriétaire autorise de traverser ce secteur en restant sur un chemin balisé. Pas d'aller visiter les Arches, qui est un lieu magnifique mais dangereux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes propriétaire d'un terrain comme ça, si quelqu'un se casse la figure sur les Arches, c'est le propriétaire qui est responsable. Il faut aussi avoir conscience de tout ça. Qu'ensuite, sur ce terrain, parce que c'est une réserve, le camping est interdit. Les gens vont camper. Les feux sont interdits. Les gens font des feux parce qu'ils bivouaquent. Donc le propriétaire s'inquiète aussi de ça. Et ensuite, quand vous parlez que le propriétaire vend des parts de chasse pour faire de l'argent, il ne le nie pas, mais ce n'est pas une ouverture de la chasse.
c'est une chasse de régulation, avec un plan de chasse. C'est-à-dire que globalement, dans toutes les réserves, quelles qu'elles soient, vous avez des plans de chasse qui sont décidés avec la DDT, avec la Fédération de chasse, et donc ça s'appelle la régulation, comme ça se fait partout. Et comme tous les propriétaires sont contraints de le faire. C'est une obligation légale de gérer le gibier quand vous êtes propriétaire d'un terrain. La présentation est quand même, excusez-moi, mais un peu différente. Je m'étais mis du côté des J'avais bien compris. Pour justement vous faire réagir. J'avais bien compris, mais c'est ça la réalité des choses. Et si vous voulez d'ouvrir cette réserve au plus grand nombre, ben oui, mais sauf qu'il faut qu'elle le fasse dans le respect de la nature, dans le respect de la propriété privée, dans le respect des activités qui sont là. Donc, moi, ce que j'ai proposé à M. de Quinsonnas quand je l'ai rencontré, c'est de dire on re-signe une convention sur un chemin balisé, avec un certain nombre de panneaux qui indiquent que vous êtes dans une propriété privée, que vous ne devez pas bivouaquer, que vous ne devez pas faire de feu, que vous ne devez pas vous écarter des chemins balisés. Moi, je vais vous dire, cet été, enfin une confidence, j'ai pris toutes mes vacances en Isère. J'étais en Irlande. Vous avez des chemins balisés qui traversent des propriétés privées. Quand vous arrivez au début d'une propriété privée, il y a une maison qui est un peu loin, il y a un panneau qui vous dit, vous rentrez dans une propriété privée, merci de marcher d'un pas rapide, en regardant devant vous et en ne vous arrêtant pas. Et tout le monde respecte. Personne ne s'arrête dans la propriété privée, personne ne va bivouaquer, personne ne va camper. C'est comme ça. Donc, c'est partout pareil dans le monde. C'est partout pareil en France. Vous êtes sur des propriétés privées, il y a des choses à respecter. Alors après, si on veut remettre en cause le droit de propriété, moi, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui a un jardin, je vais aller bivouaquer chez lui le week-end. Et puis, ma foi, voilà, c'est... Enfin, et alors après, on me dit que l'argument est un peu fallacieux parce qu'on ne peut pas comparer quelqu'un qui a 1000 mètres carrés et quelqu'un... Le principe de la propriété privée est le même et inaliénable. Et là, pour le coup, moi, je suis un défenseur de la propriété privée parce que c'est quand même ce que souhaitent les Français aussi. Pas tous, mais enfin un certain nombre. Bon, on a été très bavard, Jean-Pierre Barbier. Donc, désolé. On arrive à la fin de cette émission. On a même dépassé le timing imparti, mais je vais quand même vous demander de poser une question à notre invité la semaine prochaine. C'est Madame Élodie Jacquier-Laforge, vous l'avez citée tout à l'heure, vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée de l'Isère également. Elle est en face de la caméra. Voilà. Vous pouvez lui poser la question que vous souhaitez. Bonjour Madame la députée. Alors une question toute simple. Aujourd'hui, c'était la manifestation des agriculteurs. Ce matin, sur France Bleu Isère, vous avez tenu des propos qui, concernant les normes et on va dire que ces propos étaient plutôt vagues et ont créé un peu l'émoi parmi les agriculteurs. Mais ce n'est pas là-dessus que je voulais vous interroger. L'autre sujet concernant les agriculteurs, c'est surtout le prix des denrées alimentaires. Donc ma question, elle est toute simple. Vous avez participé, vous avez à cette majorité qui a voté la loi Egalim, alors je ne me rappelle plus le numéro, ça va être la 2 ou la 3 peut-être, il y a un certain nombre. Tout simplement, quand est-ce que vous pensez faire en sorte que cette loi s'applique enfin et que les agriculteurs vivent de leur travail? Parce qu'aujourd'hui, la loi est votée, les effets ne sont pas là, et il est vraiment nécessaire, je crois, de la mettre en œuvre de manière réelle. Voilà. Merci Jean-Pierre Barbier. Merci. On posera votre question à Élodie Jacquier-Laforge la semaine prochaine dans le QG politique. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en replay sur le site internet télégrenoble.net.